Pourquoi American Institute of Africa? Mon peuple meurt de faim par manque de connaissances. L'Afrique antique, le vieux monde fut le berceau de la science. Tous les continents, en particulier l'Amérique, avec l'exception unique de l'Afrique, ont bâti leur industrie à partir des lois et principes de l'Afrique antique lorsque les nouvelles générations africaines s'en détournaient. La mission d'American Institute of Africa est de rétablir cette connaissance authentique pour un développement normatif de l'Afrique grâce à la formation des plus grands penseurs du développement. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Professeur, quoi qu'il en soit, bienvenue aujourd'hui. Stéphane Andreev est notre invité de Morgan Stanley. Et si j'ai bien compris, vous êtes titulaire d'un diplôme, d'un doctorat en physique chimique. Stéphane Andreev, en physique chimique, oui. Et peut-être que je devrais aller ici? Rire. Professeur, et maintenant, il est dans le monde de la finance. Et nous sommes ici pour profiter de votre expérience. Stéphane Andreev, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai fait mes études au Dartmouth College, puis à Harvard pour mon doctorat. Ensuite, je suis passé de la science à la finance. Au cours des 8 dernières années, j'ai travaillé chez Morgan Stanley, avec Inaudible, un instructeur du cours. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, pour vous donner une vue d'ensemble de la place de notre sujet dans le grand schéma de la finance, en général, il y a vraiment 2 grands domaines à mon avis. Il y en a probablement d'autres, mais ce sont les domaines les plus connus, je dirais, où les compétences quantitatives sont très précieuses en finance. Et les 2 domaines sont, un domaine est celui des prédictions statistiques, qui est essentiellement, disons, étant donné un certain comportement historique du marché, comment pouvons-nous prédire ce qui se passera à l'avenir? Il s'agit certainement d'un 2. Secteur très important. Les gens ont gagné beaucoup d'argent en appliquant des concepts quantitatifs à ce domaine. Mais c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler d'un autre domaine très important, celui de la tarification. 3. La tarification et la couverture d'instruments complexes. Ce domaine concerne essentiellement les cas où vous avez un produit complexe dont vous ne connaissez pas vraiment le prix, mais dont vous connaissez les prix d'autres produits. Vous pouvez alors utiliser les autres produits pour reproduire le résultat de votre produit complexe. Ensuite, vous pouvez utiliser des techniques mathématiques pour dire essentiellement, écoutez, l'affirmation principale est parce que je peux reproduire mon gain, et en utilisant des produits dont je connais le prix, alors cela signifie que je peux dire quelque chose sur le prix de mon produit complexe. En fait, je peux en fixer le prix. Et non seulement je peux en fixer le prix, mais je peux aussi, lorsque je donne le prix, je sais que je peux éliminer toute incertitude liée à la possession du produit en exécutant une stratégie de réplication de couverture, du moins théoriquement parlant. C'est donc le domaine sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui. Nous allons nous concentrer sur les taux de change, les taux d'intérêt et le crédit, et en particulier sur les modèles hybrides de change et de crédit. Nous allons parler essentiellement de ce qui se passe, de la raison pour laquelle nous avons besoin de modèles hybrides de crédit et de change, et nous allons donner l'exemple d'un modèle simple et la manière de l'appliquer. En particulier, et il y a les techniques mathématiques que nous allons utiliser, comme je l'ai dit, nous allons parler de la tarification neutre du risque, qui est essentiellement une réplication. Et nous allons parler de la manière d'utiliser les processus de saut, que vous avez peut-être vus dans d'autres parties de vos études comme des processus de Poisson, pour décrire certains comportements de prix que vous ne pouvez pas vraiment décrire très facilement en utilisant les mouvements browniens de pure diffusion que vous avez probablement vus jusqu'à présent dans le cours.
Et pourquoi s'en préoccuper? Eh bien, il y a certaines applications financières pour lesquelles c'est important. En particulier, un événement s'est produit ces dernières années, la crise souveraine en Europe. Et ce n'est pas seulement arrivé l'année dernière. Cela s'est produit à de nombreuses reprises dans d'autres régions des marchés émergents. Compte tenu de 4. Mon expérience des marchés émergents, j'ai travaillé sur ce type de modèle. En effet, lorsque les obligations grecques sont libellées en euros et qu'il y a un risque que la Grèce se retrouve dans une situation de crise, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'une telle mesure. 5. Défaut. Comme nous le savons, et comme vous l'avez peut-être lu dans les journaux, on s'est beaucoup inquiété de ce qu'il adviendrait de l'euro s'il y avait une vague de défauts de paiement de la part d'États souverains. Et en fait, l'euro-monnaie a, en prévision de la possibilité d'un défaut de paiement, elle s'est dépréciée pendant un certain temps en 2011 et 2012. Aujourd'hui, elle est à peu près revenue à son niveau antérieur, mais il est certain que le marché craignait, ce qui était également très évident en termes de prix des options, que la monnaie européenne ne se déprécie de manière significative si, en fait, un défaut de paiement désordonné se produisait. Cela ne s'est pas produit, et c'est tant mieux. Mais cela s'est déjà produit dans d'autres marchés émergents au cours de l'histoire. Ce n'est donc pas une question vide de sens. Les devises étrangères, comment les décrire en mathématiques financières? Eh bien, il s'agit du prix d'une unité de devise étrangère en dollars. Dans notre présentation, nous allons désigner le taux de change au comptant, qui est le taux de change actuel, voici un exemple de graphique de vos taux de change en USD. Vous pouvez voir qu'il ressemble à une marche aléatoire. Il est très bien décrit dans des circonstances normales comme une marche aléatoire. L'une des propriétés fondamentales qui relie les taux de change et les taux d'intérêt est ce que l'on appelle la parité des taux d'intérêt des contrats de change à terme, qui stipule que si je dispose d'une certaine somme d'argent, dans cet exemple, 5 millions de dollars, et que je peux l'investir, il y a deux façons d'utiliser cet argent. La première consiste à l'investir à un taux sans risque en dollars. Et nous supposons ici que nous avons un taux sans risque, l'hypothèse standard. Nous pouvons également prendre l'argent, le convertir en euros, l'investir en utilisant le taux sans risque de l'euro, puis le convertir à nouveau en dollars. Cette méthode est essentiellement utilisée pour fixer le prix des contrats de change à terme. Les contrats de change à terme sont donc des contrats qui vous permettent de dire « Écoutez, je vais être d'accord avec vous. Dans un mois, je vous donnerai 4 108 405 € et vous me rendrez 570 000 dollars. 6. Il s'agit essentiellement d'un contrat dérivé. Et si vous voyez si vous avez ce contrat à terme, vous pouvez verrouiller, essentiellement, par la conversion en euros. 7. Vous pouvez donc bloquer un taux d'intérêt effectif en dollars. Les contrats de change à terme peuvent donc être décrits essentiellement en connaissant les taux d'intérêt dans chaque devise et le taux de change au comptant. Inversement, on peut déduire les taux d'intérêt étrangers en connaissant les contrats de change à terme. Ils sont très liés? Oui. Audience, dans cet exemple, il n'y a pas de mauvaise tarification, donc vous obtenez le même montant. Est-ce l'idée? Stéphane Andreev, dans cet exemple, il n'y a pas de mauvaise tarification. Vous récupérez le même montant. Nous supposons donc qu'il n'y a pas d'arbitrage. Nous ne supposons pas, mais nous recevons, si les prix étaient, en effet, si ce taux d'intérêt, 4,6% en euros, le taux d'intérêt était de 4,6, en dollars il est de 2,4. Et voici les spots actuels, qui sont de 127 et le forward, de 125 s'il s'agissait, en fait, des quantités observables sur le marché, il n'y aurait pas d'arbitrage.
Et il est fondamentalement indifférent d'investir l'argent en dollars ou d'opter pour l'échange en euros, l'investissement en euros et le retour en dollars. Dans cet exemple, tel que je l'ai présenté, il n'y a donc pas d'arbitrage. Maintenant, si certains de ces chiffres, disons que le taux d'intérêt en euros était de 4% au lieu de 4,6, et que toutes les autres quantités étaient les mêmes, alors, en fait, il y aurait arbitrage. Et vous pourriez gagner de l'argent en empruntant de l'argent en dollars et en investissant. Je veux dire que le but de cette diapositive est vraiment d'illustrer comment, s'il n'y a pas d'arbitrage, on pourrait comparer, comment on pourrait rechercher l'arbitrage dans cet exemple. Il s'agit, encore une fois, il s'agit d'une petite définition de ce que sont les intérêts composés, les taux d'intérêt. Nous allons parler de taux instantanés sans risque. Nous dirons à nouveau qu'ils sont sans risque. En gros, nous sommes sûrs de récupérer notre argent. On peut considérer que les taux sans risque sont ceux que paient les bons du Trésor dans la vie réelle, ou ceux que la Réserve fédérale garantit sur les dépôts. 8. Il existe plusieurs exemples de taux sans risque. Dans la pratique, les taux sans risque peuvent être différents, ce qui signifie qu'ils ne sont pas vraiment sans risque. Mais dans notre monde actuel, dans notre modèle, nous allons supposer qu'il existe un taux sans risque pour chaque devise, et qu'il est unique. Maintenant, lorsque nous parlons de la dynamique du processus de change, nous nous concentrons sur les faits. Nous créons un modèle de change. Et nous voulons voir, dans l'exemple précédent, nous avons vu que si l'on vous donne un taux de change et des taux d'intérêt, voici ce que le taux de change à terme doit être pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage. Eh bien, nous essayons maintenant de décrire. Nous avons essayé de décrire ou de définir un processus pour la devise FX. Essentiellement, ce type de condition de non-arbitrage conduit à avoir certaines contraintes sur ce que doit être l'équation différentielle stochastique. Dans ce cas particulier, la contrainte est que les dérives du processus doivent correspondre à l'écart entre les taux d'intérêt. Ainsi, si une devise rapporte plus que l'autre, il est évident que les gens voudront investir dans cette devise. Pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage, il faut donc que l'on s'attende à ce que la monnaie la plus chère se déprécie à l'avenir, sinon il y aurait arbitrage. Donc, si elle ne se déprécie pas, si vous pouvez dire que cette monnaie ne se dépréciera pas, alors vous pouvez toujours investir dans cette monnaie qui paie des taux d'intérêt plus élevés et gagner de l'argent, ce que, en fait, beaucoup de gens font. Mais encore une fois, ils prennent un certain risque. Ils prennent le risque que la monnaie se déprécie. Que voulons-nous en fait? Ce que nous voulons, c'est dire, nous voulons essentiellement, et pour les conditions d'arbitrage de tout à l'heure, c'est-à-dire que mon taux à terme doit être essentiellement le taux au comptant, eh bien, cette condition ici doit être observée, essentiellement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que mon taux à terme doit être mon taux au comptant. 9. Audience, inaudible l'un l'autre, vous voulez dire. Stéphane? Andrève? Qu'avez-vous dit? 10. Audience, inaudible les mettre sur un pied d'égalité. Stéphane Andrève, oui. Mon taux à terme doit être égal au taux au comptant multiplié, essentiellement, par le différentiel de taux d'intérêt. Si c'est le cas, il n'y aura pas d'arbitrage dans la configuration précédente. Et pourquoi cela? Parce que la somme d'argent que je gagne sur la partie nationale est égale au taux à terme. La somme d'argent que je gagne sur la partie étrangère est de EORF, mais je multiplie ensuite par le forward, et cela doit être égal à EORD. Il s'agit donc d'un modèle standard. Il s'agit du modèle de change dynamique le plus élémentaire utilisé dans l'industrie. Il s'agit du modèle de change Black-Scholes. Et le prix des actions, vous avez déjà vu des modèles stochastiques. En général, c'est le cours de l'action qui est pris en compte lorsque l'on parle d'options.
Dans ce cas, cette dérive est simplement le taux d'intérêt sans risque. Ici, en change, il s'agit d'un différentiel de taux d'intérêt. Sinon, c'est très similaire. fx a donc des propriétés intéressantes. Nous allons donc parler du jeu. Et avant d'entrer dans le jeu, une question, le taux de change peut-il jamais être négatif? Qu'en pensez-vous? Le taux de change dollar-euro peut-il être négatif? Des idées? Non, c'est difficile, car que veut dire négatif? Cela signifie que je dois vous verser de l'argent pour vous donner des euros. Pourquoi le feriez-vous? Vous devez me payer de l'argent pour me donner des euros. Personne ne ferait cela. Il peut être égal à 0, éventuellement, si les dollars ne valent rien ou quelque chose comme ça, mais il ne peut pas vraiment être négatif. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon EDD comme une sorte de processus log normal. Vous le reconnaissez à la forme ds sur s. Les changements dans le fx sont donc proportionnels à la valeur du fx. Le processus ne peut donc jamais devenir négatif. D'accord, il ne peut jamais devenir négatif, mais quelle taille peut-il atteindre? La réponse est qu'elle peut devenir très importante. Je veux dire que nous avons des 11 monnaies, sans blâmer une monnaie comme le dollar zimbabwéen, qui s'est échangé, je ne sais pas, je veux dire, je ne sais pas ce qu'est le dollar zimbabwéen. 12. Le dollar zimbabwéen se négocie à un prix qui, je crois, se situe quelque part dans les milliards de dollars zimbabwéens par dollar, soit quelque chose comme ça. C'est un exemple extrême. Cela peut vraiment devenir très important. Il y a donc maintenant une véritable limite supérieure, alors qu'il y a une limite inférieure. Comme vous pouvez l'imaginer, la distribution est asymétrique. Elle n'est pas symétrique autour de la moyenne. Elle est limitée du côté inférieur. Elle peut atteindre des niveaux très élevés. La distribution log normale possède cette propriété. Avez-vous déjà vu une distribution log normale? Vous avez déjà abordé ce sujet dans le cadre du cours, n'est-ce pas? Revenons donc à notre jeu. Notre jeu consiste à formuler des hypothèses. Mes hypothèses ne visent pas à être réalistes, mais à simplifier les choses. Supposons que le taux de change entre le dollar et l'euro soit égal à 1, de sorte que nous puissions échanger un euro contre un dollar. Nous supposons également que le taux de change est de 1, ce qui signifie que les taux d'intérêt dans les deux monnaies sont identiques. Supposons maintenant que je vous fasse un pari sur le fait que le dollar et l'euro sont un processus volatile. En ce moment, c'est 1, mais à l'avenir, cela pourrait être différent de 1, cela pourrait être plus élevé ou plus bas. Ainsi, si le processus de change $/euro est supérieur à une fois par mois, vous me donnez de l'argent. Et si c'est moins d'une fois par mois, je vous donne de l'argent. Nous aurons 2 gains, donc 2 jeux. Je ne sais pas pourquoi il est écrit bet bitch. On devrait dire juste bête. Je suis désolé. Dans le paiement A, vous allez me donner $100 si je gagne, et je vais vous donner $100 si vous gagnez. Et pour le gain B, vous allez me donner 100 € si je gagne, et je vous donnerai 100 € si vous gagnez. La question est de savoir à quel jeu vous préférez jouer, ou si vous vous en moquez. Dans les 2 cas, vous gagnez et perdez le même nombre de points. Je veux donc voir les mains. Qui veut jouer au jeu A? 13. Allez les gars, réveillez-vous. Qui veut jouer au jeu A? Je veux dire que si vous ne savez pas, vous. 14. Juste, disons que vous préférez les euros. Vous pouvez dire que ce n'est pas vraiment classé, donc c'est bon. Ok, personne ne sait vraiment à quoi jouer. Pourquoi pas le jeu B? Quelqu'un veut jouer au jeu B? Ok, vous voulez jouer. 3 personnes pour la partie, 4, la partie A, plus personne. La même personne pour les jeux A et B.
D'accord. Ok, 2 personnes, donc maintenant. Audience, la science du comportement dit que les gens sont réticents à perdre, plus réticents à perdre. Stéphane Andreev, c'est vrai, c'est vrai. Cependant, les gens sont réticents à perdre. Et j'ai dit, écoutez, le contrat de change à terme dans un mois est de 1. Donc vous pouvez réellement, c'est le prix du marché que dans un mois, le contrat de change à terme est de 1. Et ceci, notre pari, en quelque sorte le strike est de 1. Donc notre niveau de pari est de 1. On peut donc se dire qu'il s'agit d'un jeu équitable. Je ne m'attends pas à gagner ou à perdre beaucoup, mais j'hésite à le faire. Et je peux avoir ce sentiment. C'est l'aspect de l'aversion au risque. Mais si vous deviez faire un pari, la question est de savoir lequel vous préfériez. Je comprends donc que vous n'ayez pas envie de jouer. Mais je dirais, ok, vous n'avez pas l'air d'être d'humeur à jouer. Ce n'est pas grave. Examinons quelques scénarios. Supposons que, dans un mois, le dollar et l'euro passent à 1,25. Dans le pari A, je perds 100 $. Dans le pari B, je perds 100 €. Donc le pari A, en fait, vous perdez 100 €, pas, donc le pari A pour vous, c'est 25 $ de mieux que le pari B. Et dans le second cas, si le dollar et l'euro sont à 0,75, vous gagnez 100 $ ou vous gagnez 100 € dans le pari B. Dans ce cas, vous avez aussi, le pari A est 25 $ plus avantageux. Ce qui se passe n'a donc pas d'importance. Le pari A semble être le meilleur. Donc, si vous êtes, comme notre cher professeur, si vous n'aimez pas perdre, alors vous allez probablement choisir le pari A, je suppose, n'est-ce pas? C'est une meilleure affaire? 15. Mais c'est un peu étrange. Je veux dire que les deux paiements étaient symétriques, 100 €, 100 €, 100 $, 100 $. 16. Pourquoi l'un est-il meilleur que l'autre? En fait, ce qui se passe, c'est que les unités du pari, la valeur de ces unités, dépendent du fait que l'on gagne ou que l'on perde. Ce n'est donc pas comme si je pariais en utilisant des glands, et que vous obteniez 2 glands ou que j'obtienne 2 glands, alors en fait, c'est peut-être un pari équitable. Mais comme je parie en euros et en dollars, et que la valeur de ces choses, la valeur relative, change en fonction de la victoire ou de la défaite, le jeu n'est plus symétrique. La raison pour laquelle je voulais vous présenter ce jeu est qu'il y a beaucoup de cas dans la finance où les gens font des paris. Mais la valeur de ce que vous obtenez dépend alors de votre victoire ou de votre défaite. Et cela a un effet sur la valeur du pari. Le cas dont nous allons parler aujourd'hui est l'un de ces cas, à savoir le change de crédit. C'est pourquoi nous devons créer des modèles quantiques de change. Pour vous donner une illustration dans le domaine de la finance, prenons les obligations italiennes. L'Italie émet donc des obligations à la fois en dollars et en euros. Pourquoi émet-elle dans les deux monnaies? Parce que l'Italie doit émettre beaucoup d'obligations. Et elle doit trouver autant d'investisseurs que possible. Certains investisseurs veulent acheter des obligations en euros, d'autres des obligations en dollars. L'Italie veut donc avoir accès aux deux types d'investisseurs. Ces obligations font l'objet d'une défaillance croisée, ce qui signifie que si l'Italie fait défaut sur une obligation, toutes ces obligations font défaut ensemble, y compris les obligations en euros et en dollars. Il existe donc une notion d'écart de crédit, qui mesure le niveau de risque de l'Italie. On peut donc prendre des obligations en euros et se demander quelle est la prime payée par l'Italie par rapport aux obligations allemandes. Supposons que les obligations allemandes soient sans risque, ce qui est l'hypothèse standard pour l'euro, que les obligations allemandes, l'Allemagne est la principale force économique sous-jacente de l'euro. Il s'agit en quelque sorte d'obligations sans risque. Et l'Italie paie un certain différentiel par rapport à l'euro.
Même chose pour les dollars, elle paie un certain différentiel par rapport aux États-Unis. 17. Ainsi, si l'Italie veut emprunter de l'argent, elle doit payer un taux d'intérêt plus élevé. Tout comme si elle voulait emprunter de l'argent. 18. Si vous voulez emprunter de l'argent pour des prêts étudiants, vous devez payer un taux d'intérêt plus élevé que celui de la Fed. L'ampleur de cet écart se retrouve sur le marché. Elle détermine le degré de risque de l'emprunteur. Or, il s'avère que ces écarts ne sont pas les mêmes dans les deux monnaies. Une devise a un écart plus important que les autres. C'est assez intéressant. Il y a donc deux questions à se poser. Lorsque les écarts ne sont pas les mêmes, dans quelle monnaie l'Italie préférerait-elle émettre des obligations? Et dans quelle devise les investisseurs préfèrent-ils acheter des obligations? C'est un peu comme le jeu précédent, car si vous êtes un investisseur qui essaie d'acheter des obligations, si l'Italie fait défaut, il y a de fortes chances que l'euro ne se porte pas très bien. Vous perdriez donc de l'argent. Et si vous avez des obligations en euros, vous perdrez des euros. Si vous avez des obligations en dollars, vous perdez des dollars. D'un autre côté, si l'Italie ne fait pas défaut et vous rembourse, il y a de fortes chances que l'euro ne se porte pas si mal. Vous gagneriez donc des euros et des dollars. Il s'agit donc d'une dynamique intéressante et similaire. La question est donc la même que celle que j'ai posée précédemment, dollars, euros, ou les deux à égalité. Qu'en pensez-vous maintenant? Maintenant que nous avons vu un exemple, nous aurons peut-être une plus grande participation à mon quiz. Qui pense que les obligations en USD ont un écart de crédit plus élevé, et qui pense, donc à voter pour A? 1, 2. Qui pense que les obligations en euros auront un écart de crédit plus important? Ok, 1, d'accord, donc 2 contre 1. Je pense que le 2 contre 1 l'emporte. Très bien, je dois dire que vous avez l'air, c'est peut-être à cause du format de l'auditorium. Les gens n'aiment pas trop lever la main, ou alors ils ont peur d'être filmés. Rire? D'accord. Comment allons-nous procéder? Comment allons-nous répondre à cette question? Avant de vous donner la réponse, nous allons passer en revue une diapositive. Tout d'abord, nous dirons que les taux de change sont volatiles. Il y a de la volatilité, comme 19. Nous l'avons déjà dit. Nous allons donc maintenant comparer les obligations en euros aux obligations en dollars. 20. Il faut vraiment trouver une stratégie pour reproduire l'un avec l'autre, et ensuite regarder le prix, regarder combien il faut acheter l'un pour reproduire l'autre. Si nous parvenons à mettre au point une telle stratégie de réplication, nous pourrons alors dire immédiatement que s'il faut 150 obligations en euros pour répliquer des obligations à 100 $, cela signifie que les obligations en euros doivent être moins chères. C'est essentiellement l'argument de la réplication. Vous pouvez donc essayer de le faire en assemblant des obligations, ou nous pouvons utiliser les puissants outils de la finance mathématique que vous avez appris à connaître, qui portent sur la réplication et la fixation des prix. Les 3 étapes sont les suivantes: nous allons analyser les gains des instruments, et nous allons écrire un modèle pour le change et pour le crédit, et nous allons fixer le prix de ces obligations. Ensuite, nous examinerons les résultats et nous essaierons de comprendre le problème de manière intuitive. Et c'est en gros ce que nous faisons. C'est ce que font en permanence les spécialistes des options à Wall Street. Voici donc la réponse: les écarts entre le dollar et l'euro sur le marché. En général, ce qui se passe dans ce genre de questions financières, c'est que l'on a une réponse et que l'on essaie ensuite de calculer un modèle qui explique la différence. C'est ce que nous allons faire maintenant. Eh bien, les spreads en USD sont en fait plus bas, les spreads des obligations en USD sont en fait plus bas. Maintenant, il y a vraiment, lorsque nous parlons d'obligations à risque, il y a 2 états.
Soit elles sont performantes, soit elles sont non performantes et en défaut. Nous allons prendre l'exemple de deux obligations. Nous allons utiliser deux obligations à coupon zéro, qui ont essentiellement un rendement nul. L'idée est de simplifier la question pour mieux l'analyser. Mais on ne perd pas beaucoup en généralité en disant zéro coupon contre coupon. Ce n'est pas la réponse. L'intuition serait exactement la même. Disons que nous avons deux obligations à coupon zéro, de même échéance, qui 21 rapportent 100 à l'échéance. Et à propos, les obligations, je ne sais pas combien vous en avez, je dis ces choses. Je les connais très bien. Les obligations ne sont rien d'autre que des prêts. 22. Une obligation à coupon zéro signifie que je vous donne une certaine somme d'argent et qu'à une échéance convenue à l'avance, vous me verserez 100. Disons que je vous donne 80 cents et que, dans un AN, vous me verserez $100. C'est ce que j'appelle une obligation à coupon zéro, car vous ne me versez aucun coupon intermédiaire. Il n'y a pas de paiement d'intérêt, mais je vous paie moins d'argent maintenant, et vous me payez plus à l'échéance. Ok, nous savons que l'obligation U rapporte $100. L'obligation E rapporte 100 €. Et disons que nous désignons les prix, le prix de U est PU, le prix de E est PE. Notre taux de change au comptant, nous allons l'appeler SIN, notre taux de change à terme, FT. Nous allons maintenant avoir une sorte de stratégie d'arbitrage simple. Disons que si nous pouvons vendre 100 fois les obligations en dollars de FT et avec le produit, acheter 100 nous allons obtenir, si nous vendons 1000 obligations en dollars, nous allons obtenir ce produit. Voilà le prix. Et si nous achetons 1000 obligations en euros, nous pouvons conclure un contrat de change à terme pour 100 000 € à l'échéance, P à un coût nul. Très bien, voyons comment cette stratégie est réellement payante. Ce qui se passe, c'est que vous avez 100 000 €. Vous obtenez 100 000 € en vendant les euro-obligations. Vous payez 100 000 $ en FT, soit des obligations en dollars. Il existe un contrat de change à terme et, à l'échéance, vous pouvez échanger ces 100 000 $ contre 100 000 € en utilisant ce contrat de change à terme. Vous avez déjà accepté de le faire. Ainsi, votre contrat de change à terme constitue exactement une couverture. Vous pouvez essentiellement utiliser le produit de ces obligations vous pouvez échanger le produit à un coût nul à l'échéance, parce que vous avez conclu le contrat de change à terme. Votre gain net est donc de 0. Cela signifie donc que les prix de ces obligations doivent être identiques. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Que se passe-t-il si FT, qui est dans ce cas un contrat à 23 termes, que se passe-t-il si le prix en dollars est différent du taux de change multiplié par le prix en euros? Dans ce cas, vous pouvez dire qu'il y a un arbitrage. Et vous aurez raison, si vous pouviez gagner de l'argent si, en fait, les obligations étaient performantes. Mais que se passe-t-il si 24. Il y a un défaut? En cas de défaillance, ce n'est pas nécessairement le cas, car ces obligations ne rapportent rien et vous n'avez qu'un contrat de change à terme. Et ce contrat de change à terme vaudra quelque chose après la défaillance, surtout si le taux de change dépend, comme les sauts, de la défaillance. L'arbitrage, encore une fois, consiste à commencer avec 0 argent. Vous gagnez de l'argent si la probabilité n'est pas nulle. Et disons que dans ce cas particulier, le paiement de la stratégie en cas de défaut avec un taux de recouvrement de 25% est, vous n'avez en fait que, 25% signifie que vous n'avez qu'un quart du paiement maintenant à l'échéance, si le défaut se produit. Mais vous disposez d'une couverture pour la totalité des 100 000. Votre contrat de change à terme porte sur la totalité des 100 000. Pour 25 000 €, vous pouvez donc utiliser le contrat de change à terme pour échanger de l'argent.
pour les 75 000 restants, vous disposez simplement d'un contrat de change à terme. Si le taux de change évolue en votre défaveur, vous perdez de l'argent. C'est pourquoi la stratégie n'est pas nécessairement un arbitrage. Et c'est pourquoi les deux prix de l'obligation en dollars et en euros ne sont pas nécessairement liés l'un à l'autre. Ils ne doivent pas nécessairement être égaux, car, en fait, il y a une possibilité de défaut. Et il n'est pas possible de se couvrir directement. Vous ne pouvez pas vraiment élaborer une stratégie d'arbitrage en utilisant les contrats de change à terme et les obligations ensemble si facilement. Il faut tenir compte de ce qui se passe en cas de défaillance. D'accord, donnez un exemple. Que se passe-t-il avec le taux de change des obligations en cas de défaillance? L'une des défaillances les plus récentes d'un grand pays qui possède sa propre monnaie, est celle de l'Argentine en 2001. Et lorsqu'elle a fait défaut, le peso argentin a grimpé en flèche. Voici le graphique de la série de prix. Donc, si vous aviez un contrat de change à terme qui essentiellement, si vous aviez une position où vous vous retrouviez avec un contrat de change à terme nu, où vous receviez des pesos et payiez des dollars en cas de défaillance, vous auriez perdu 25. Beaucoup d'argent lorsque la défaillance s'est produite. Cela aurait vraiment joué en votre défaveur. 26. Il s'agit d'ailleurs d'un mouvement massif. Et le peso argentin ne s'est toujours pas remis de cette défaillance. Pouvons-nous donc faire mieux? Que faisons-nous réellement? Que devrions-nous faire lorsque nous couvrons ce risque? Et la réponse est, encore une fois, que nous devons appliquer des modèles mathématiques pour vraiment essayer de trouver une stratégie de réplication. Quelles sont donc les principales caractéristiques d'un modèle qui m'aidera à y parvenir? Tout d'abord, je dois modéliser une défaillance de crédit, l'événement de défaillance de crédit. Je dois l'avoir dans mon modèle. Et j'ai besoin de quelque chose qui dise que la bourse doit bouger en cas de défaillance. Nous allons donc construire un marché complet. Nous allons ensuite définir quelques dynamiques simples sur notre taux de change et sur nos défaillances, et nous allons essayer de fixer le prix des obligations. Comment faire? Eh bien, ce que nous faisons généralement, encore une fois, comment nous allons utiliser les modèles, c'est que nous allons définir une EDS, comme je viens de le faire au départ, une EDS sur S de quelque chose. Et je vais résoudre cette EDD de manière analytique ou numérique. Ce qui est important, c'est que la façon dont nous utilisons ces modèles dans le cadre de nos activités commerciales, c'est que nous allons examiner comment le prix de chaque instrument dépend de l'instrument de couverture. C'est ce qui va définir mon ratio de couverture ou ma stratégie de réplication. C'est en quelque sorte l'essentiel. En réalité, la couverture, l'évaluation et la fixation des prix sont identiques, la main droite et la main gauche. Nous parlons vraiment de la même chose. Il n'est pas possible de fixer un prix sans couverture. Et la tarification sans couverture n'a pas de sens, dans un certain sens. La tarification représente le prix d'une stratégie de couverture. D'accord, comment modéliser les défaillances dans le modèle de crédit de base? En finance, le modèle standard de défaillance consiste à définir les événements de défaillance. Et nous disons que cet événement de défaut arrive comme un événement discret. 27. Il arrive au tantôt, qui est un temps aléatoire. Nous allons modéliser le tantôt comme un processus de poisson, ce qui signifie que nous ne savons pas quand il va arriver, mais que nous connaissons les probabilités de son arrivée. Et 28. Le processus de poisson a une intensité. L'intensité dans ce cas est H. Fondamentalement, la signification de l'intensité signifie que la probabilité que le moment du défaut n'arrive pas à l'instant t est égale à -h fois l'instant t moins un petit t. Un petit t signifie maintenant. Disons qu'à l'instant t, nous savons que le défaut n'est pas arrivé.
Voici la probabilité que le défaut n'arrive pas à un moment t ultérieur. Dans notre modèle, nous allons donc faire une hypothèse simple. Disons un taux d'aléa constant, et nous pouvons, puisque nous connaissons la probabilité que le moment du défaut n'arrive pas après un certain temps, le capital T. C'est comme une distribution cumulative. Nous pouvons également trouver la densité de probabilité que le moment du défaut se produise à un certain moment, capital T, ou autour d'un certain temps epsilon, autour du capital T. Il s'agit simplement de la dérivée de la distribution cumulative. Et les corollaires de la densité de probabilité du défaut à un moment donné est h, qui est essentiellement la limite du capital T allant à peu t. Dans notre modèle, QU arrive TI au taux de change. Le taux de change sera noté S et le taux de change juste après la défaillance sera égal au taux de change avant la défaillance multiplié par E à la puissance J. Et J, essentiellement, est notre sorte de pourcentage de dévaluation, vous pouvez l'imaginer. C'est donc une sorte de pourcentage de dévaluation. Ainsi, J peut aller de moins l'infini à l'infini. Si J est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de dévaluation. Vous pouvez donc voir que le logarithme de sin saute en fonction de J. Dans un processus log normal, le logarithme de sin est donc normal, et il s'agit essentiellement d'un déplacement de la distribution normale. D'accord, mais comment décrire cela? Nous définissons un saut dans un processus de Poisson par défaut avec une intensité h, comme sur le tableau. Et notre dynamique est fixe, et je m'excuse pour le petit texte, et que notre d log de S aura une certaine dérive, mu t dt, et ensuite un processus de saut JDN. C'est donc légèrement différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez vu des mouvements. 29. Brownien. Voici JDN. Il s'agit maintenant d'un processus de saut. Maintenant, ce que nous voulons, encore une fois, c'est que notre condition standard de non-arbitrage reste constante. Et auparavant, nous avions une condition selon laquelle la valeur attendue de S de t doit être S de 0 fois E à RF moins RD fois t. Cela doit donc toujours être le cas. 30. Dans notre cas, nous allons supposer que RF et RD sont tous deux égaux à 0. Donc, dans notre cas, nous allons demander un environnement de taux d'intérêt fondamentalement nul pour rendre, encore une fois, le modèle simple. Nous voulons donc que la valeur attendue de sin soit S0. Comment y parvenir? Eh bien, nous devons montrer, essentiellement, que ce mu, la dérive, doit être égal à cette expression ici, h fois un E au J. C'est ce qu'on appelle le terme compensateur. Et vous pouvez imaginer ceci comme une formule. Par exemple, si j'ai un processus de Poisson qui a une possibilité de saut, alors pour que ce processus de Poisson soit en moyenne égale à la valeur initiale, il doit avoir une tendance à la baisse la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle le terme compensateur du processus de Poisson. Ce que nous voulons faire, c'est vérifier que cette forme donne effectivement cette espérance, qu'elle satisfait à la condition de l'espérance. Ok, donc encore une fois, nous commençons avec direction de la surveillance du territoire et mu dt. Dans notre cas, ce sera donc h fois 1 moins ej fois la fonction indicatrice de taux plus grande que t, plus jdnt. Ok, nous ne sommes donc pas direction de la surveillance du territoire, désolé. Il s'agit de des logs de sin. Ok, que voulons-nous faire maintenant? Nous voulons intégrer cette équation. Nous allons donc écrire l'intégrale de 0 à la capitale T de d de log sin. Nous intégrons les deux côtés, l'intégrale de 0 au capital T, h1 moins E au J, taux est plus grand que T, fois, ici à dt, fois dt plus l'intégrale de 0 à T de JDNT. Ok, donc ceci me donne essentiellement le logarithme de sin sur S0. C'est juste du calcul de base.
Et ici, nous pouvons, cette fonction indicatrice dit simplement que si taux est plus grand que t, c'est 1. Si taux est plus petit que t, alors c'est 0. C'est en gros ce que c'est. Je sais donc qu'essentiellement, cela ne vaut que 1 lorsque t est inférieur à taux. Mon intégrale va donc de 0 à taux. Je peux la remplacer par une intégrale de 0 à taux. Et je peux enlever la fonction indicatrice maintenant. 2h, 1 moins e à la j dt. 31. Ensuite, je peux dire, et si taux est plus grand que. Il y a aussi une possibilité ici. 32. Il est également possible que taux soit supérieur à la capitale T. Dans ce cas, si taux est supérieur à la capitale T, cette intégrale est là sans aucune fonction indicatrice. Donc, à nouveau, l'intégrale de 0 à la capitale T de h1 moins e à la fonction d'indicateur j dt times, taux étant supérieur à la capitale T. J'ai donc en quelque sorte divisé cela, en comptant les deux possibilités séparément, essentiellement. Et maintenant la deuxième partie, l'intégrale de 0 à la majuscule T de j dnt. Maintenant, n est, qu'est-ce que n? Eh bien, n de t est essentiellement, il commence par 0 pour t inférieur à taux, et devient 1 pour t supérieur à taux. Donc cette intégrale est juste, j est une constante, donc c'est juste j fois n de t. Et c'est t majuscule ici. Et au fait, toutes ces dérivations sont affichées sur les notes, donc vous n'avez pas nécessairement à vous inquiéter si vous ne pouvez pas. Est-ce que je peux déplacer ce tableau vers le haut? Pas vraiment. Je vais donc faire une autre ligne. Je vais effacer cette ligne supérieure. Nous arrivons donc ici, et il reste une étape à franchir, qui consiste à effectuer l'intégration. Nous allons avoir le logarithme de sin sur S0. Eh bien, deux choses, maintenant, si taux est inférieur à t, donc le défaut s'est produit avant la capitale T, alors qu'est-ce que nt? Nt sera égal à 1. Je peux donc dire que c'est égal à h taux fois 1 moins e au j. C'est la première, cette intégrale maintenant, plus j. Donc c'est si taux est inférieur à t. Et puis si taux est plus grand que t, alors ce terme est 0. C'est un terme qui est pour taux plus grand que t. C'est juste une constante, donc c'est juste h fois la capitale T, 1 moins e au j fois la fonction indicatrice de taux plus grand que ou égal à t. Nous pouvons alors exponentialiser les deux côtés. Et cela devient, utiliser la magie du tableau noir. Vous pouvez effacer. Sin est égal à S0 fois l'exponentielle de ceci. G donc, c'est ce que mon taux de change va être, essentiellement, au moment du capital tenté. Qu'est-ce que j'essayais de faire? J'essayais de faire ceci, de calculer cette espérance. Avec l'espérance calculée, je dois maintenant intégrer la distribution de 33. Probabilité de taux. Souvenez-vous que la distribution de probabilité du taux est un processus de Poisson. Nous avons donc 34. Essentiellement, je vais l'écrire ici, phi de 0t est juste h fois e à moins ht. C'est en quelque sorte la densité de probabilité de taux. Ce que je dois faire maintenant, c'est que l'espérance de sin est l'intégrale de 0 à l'infini de s de taux, multiplié par phi 0 taux des taux. Voici donc mon s sub t. Vous pouvez penser à ce s sub t de taux pour un tantôt. Ainsi, pour un tantôt donné, je connais la valeur de s sous t. Je peux donc faire cette intégrale. Et maintenant, nous allons le faire. Quel sera donc le premier terme? L'exponentielle de sin, pas l'exponentielle, l'espérance de sin elle va être l'intégrale de 0 à la capitale T va avoir deux termes. Tout d'abord, je vais intégrer de 0 à t majuscule. Puis je vais intégrer de t majuscule à l'infini. Je vais diviser cette intégrale en deux parties.
Et de 0 à t majuscule, j'ai essentiellement h fois e à moins h tau. Et c'est ma fonction de densité. Et puis je vais brancher ça ici. Donc c'est pour tau étant inférieur à t, donc c'est essentiellement ce premier terme. Je vais le diviser par 0 ici, pour faciliter les choses. Le premier terme sera donc E au H tau fois 1 moins E au J plus J ok, et voici donc des taux. C'est donc la première partie de 0 à t. Et la deuxième partie est essentiellement l'intégrale de la capitale T à l'infini pour tau plus grand que la capitale T. Maintenant, c'est en fait, cette partie ici ne dépend pas de tau. C'est une constante. Ce serait donc juste h capital T1 moins E au J fois, quelle est la probabilité que tau soit plus grand que capital T? C'est juste la distribution de probabilité cumulative que nous avons vue précédemment, juste A moins AHT. C'est la probabilité que tau soit plus grand que T. Ok, c'est donc E à la AHT, 1 moins E à la J fois E à la HT moins. Je peux maintenant simplifier quelque peu cette expression. Vous pouvez voir que, disons, ce terme et ce terme, ce terme et ce terme disparaissent. De même, ce terme et ce terme. 35. Disparaissent. Il me reste donc l'intégrale de 0 à t2, essentiellement, h fois e à h tau moins h tau. 36. E au j fois e au j. Vous pouvez donc considérer ceci comme h fois e au j fois e à la moins h tau, e au j des taux plus e à la moins h capital T fois e au j. Donc ceci est, si je pense à h e au j comme c'est la constante devant tau, c'est juste une intégrale standard de l'exponentielle, donc ceci devient, essentiellement, e à la moins aht, e au j moins 1 plus e à la moins aht, e au j. Ces deux termes vont s'annuler et j'obtiendrai 1. Encore une fois, le rapport entre S1 sur S0 donne 1. Tout cela pour vous montrer un peu comment vous travaillez avec les processus de saut et comment vous prenez les attentes. Ce n'est pas rien que vous n'ayez déjà vu en termes de mathématiques. C'est juste légèrement différent des mouvements browniens. Mais c'est toujours la même idée, vous avez des n et vous avez un terme compensé. Ceci prouve donc que, essentiellement, ma supposition de dérive que j'ai commencé, rend en fait mon espérance 0. Ok, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Nous avons défini la dynamique du logarithme de S avec un saut de défaut, défini la densité de probabilité. Nous devons maintenant dériver la dynamique de S, le prix des euro-obligations, les ratios de couverture, etc. Ok, donc la dynamique du logarithme de S, je m'excuse encore pour la petite police, nous avons ici la dynamique du logarithme de S en appliquant le lemme d'Ito, il y a un équivalent. En appliquant le lemme d'Ito, il y a un équivalent. Vous connaissez le lemme d'Ito pour le mouvement brownien, mais il en existe un autre pour les processus de Poisson. Et c'est le lemme d'Ito est comme la règle de la chaîne. Donc, si vous connaissez le processus pour un certain logarithme de S, comment trouver le processus pour S lui-même? Eh bien, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que notre ds sur S va être la même dérive, h fois 1, e à j moins. Tau est inférieur à t dt, t inférieur à tau, plus e à j moins 1. Donc j moins 1 est dn, dnt. C'est donc la dérivation du, c'est le résultat final pour S maintenant, comment en 37. Arrivé là? Eh bien, peut-être que je peux écrire le lemme d'Ito. Qu'est-ce que cela dit? Le lemme d'Ito dit essentiellement que si dxt est égal à mu dt plus 38. JDN, alors, et vous avez une fonction y de t, qui est f de xt, alors dy est df dx mu dt plus f de xt plus j moins f de xt dnt. Il s'agit donc du terme qui est en quelque sorte un analogue du terme de convexité dans votre mouvement brownien, le lemme d'Ito, mais il s'applique maintenant au processus de saut.
donc ce f de xt plus j et f de xt, donc ce qui se passe, essentiellement, vous avez une fonction f, et xt plus j est ce qui se passe si un saut se produit. Et xt est avant le saut, donc l'effet du saut sur la fonction. C'est ce que représente ce terme. C'est comme le terme de convexité. Je pense qu'il s'agit d'un terme de convexité. Je ne sais pas comment on l'appelle. Peut-être que les plus matheux d'entre nous le sauront. Dans notre cas, si vous regardez l'équation du haut, notre fonction est essentiellement l'exposant. Lorsque la fonction augmente de j, l'exposant passe de e à j moins e à 0. C'est ce que représente ce terme. Voilà comment on écrit l'équation. Et maintenant, la résolution de l'EDD implique généralement d'écrire ce qu'est S. Nous avons donc S de t. Dans notre cas, ce sera S of little t. Je ne vais pas l'écrire. Vous l'avez au tableau. Je pense que nous allons être en retard, alors dépêchez-vous un peu. Nous passons à la partie suivante, qui est l'exercice de tarification. Nous avons donc deux obligations, des obligations à coupon zéro et à recouvrement nul. L'une rapporte $1, l'autre €1. Comment allons-nous fixer le prix? Nous devons utiliser notre modèle. Nous avons un modèle pour le taux de change. Nous avons un modèle pour le crédit. Nous fixons donc le prix des deux obligations en $. Quel est le prix en $ de chaque obligation? Le rapport des prix vous donne en quelque sorte le rapport des valeurs notionnelles dans votre portefeuille de couverture, si vous voulez couvrir l'une par rapport à l'autre. Il s'agit donc d'une obligation à coupon zéro. J'ai donc écrit ici que le prix de l'obligation en $ est celui-ci. Pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? 39. Il s'agit d'une obligation à coupon zéro. Ce que dit une obligation à coupon zéro, c'est qu'à l'échéance, L. 40. Rapporte 1. Nous avons donc un système où le gain à l'instant t est soit 1 si taux est supérieur à t, soit 0 si taux est inférieur à t. Ok, alors quel est mon prix? Je sais que la théorie standard des prix me dit que le prix à l'instant t est égal à l'attente d'un prix à l'instant t. On peut dire qu'il y a un compte sur le marché monétaire. Mais les comptes du marché monétaire, dans notre cas, ne valent que 1, car les taux d'intérêt sont de 0. C'est donc tout simplement le cas? C'est tout simplement vrai? Donc maintenant l'espérance de ce, eh bien, c'est juste égal à l'espérance d'une fonction indicatrice de taux plus grand que t, qui est juste égale à la probabilité de taux plus grand que t. Donc si c'est vrai, nous savons ce que c'est. C'est juste la probabilité, c'est la fonction de probabilité cumulative A-AHT. C'est pourquoi le prix de l'obligation en $ doit être égal à E-AHT. Le prix des obligations en euros, même idée, sauf que le prix des obligations en euros en $ est le même. Pourquoi le prix de l'euro-obligation en $ est-il ainsi? Eh bien, le prix des obligations en euros en $, encore une fois, quel est le gain? Le gain est le même, sauf qu'il est en euros, n'est-ce pas? Si je veux calculer le rendement de mon obligation en $, je vais l'appeler l'euro-obligation, mais le rendement, si je veux le calculer en $, n'est pas vraiment 1. Mais le gain maintenant, si je veux le faire en $, n'est pas vraiment 1. C'est 1 fois S de t, et 0 fois S de t. C'est vraiment mon gain? L'espérance n'est donc pas seulement 1, mais en fait S de t. J'ai donc maintenant quelque chose où je dois prendre l'espérance de S de t, essentiellement, à l'échéance. Le prix de mon obligation en euros est égal à l'espérance de S de t. Et quelle est mon espérance de S de t? Eh bien, c'est E au moins HT fois E au J. Et c'est l'espérance de S de t, la fonction indicatrice de taux plus grand que t, n'est-ce pas? Donc non seulement, l'espérance de S de t est S de 0, mais l'espérance de S de t fois 41.
la fonction d'indicateur seulement dans les cas de taux plus grands que la capitale T. Maintenant, ce n'est pas 0. C'est fondamentalement ceci, E au moins HT fois E au J. 42. Ok, que pouvons-nous faire? Eh bien, nous construisons ce que nous devrions faire, c'est construire un portefeuille au temps égal à 0, c'est-à-dire que nous vendons une obligation d'$1 et nous achetons ce montant d'euros obligation. La valeur du portefeuille à l'instant est égale 0 et de 0. En fait, vous pouvez prendre, donc E à la acheter, la première obligation, vous obtiendriez E à la acheter moins. Et le deuxième montant vous coûterait E à moins acheter pour l'acheter. C'est ainsi que j'ai choisi ces facteurs d'échelle. Nous commençons un portefeuille qui coûte 0. Et je vais revenir ici, et noter les notionnels, parce que nous les avons perdus. Combien d'obligations en dollars avons-nous? Nous avons moins 1. Et combien d'euros obligations avons-nous? Nous avons E au moins acheté fois 1 moins E au J. C'est le nombre d'obligations que nous avons. Ok, alors un certain temps, delta T plus tard, QU advient-il du prix de nos obligations? Eh bien, nous connaissons les prix des obligations. La seule chose qui a changé, c'est qu'un certain temps s'est écoulé. Ainsi, au lieu du capital T, nous avons maintenant T moins le delta T jusqu'à l'expiration. Ce sont donc les prix des obligations si nous n'avons pas fait défaut. Bien sûr, si nous avons fait défaut, le prix des obligations est de 0. Il est donc évident qu'en cas de défaillance, puisque les prix des deux obligations sont de 0, nous avons commencé avec des portefeuilles de 0. En cas de défaillance, nous avons maintenant des portefeuilles de 0. Rien n'a donc changé, n'est-ce pas? L'essentiel est donc de savoir ce qui se passerait si la défaillance ne se produisait pas. Aurions-nous le même prix? C'est ce que nous voulons vérifier. Et si nous avons le même prix, à la fois en cas de défaut et en l'absence de défaut, cela signifie que nous avons, essentiellement, un portefeuille répliqué, un portefeuille couvert. Ok, quelle est donc la valeur des obligations si le défaut ne se produit pas? Là encore, il s'agit d'obligations en dollars, d'obligations en euros et de mon taux de change. 43. Pourquoi mon taux de change a-t-il bougé? Parce qu'il n'y a pas eu de défaillance, donc pas de saut. Mais j'ai quand même eu ma dérive, la dérive de mon compensateur, de sorte que le taux de change a dérivé dans l'autre sens. 44. Direction. Ok, donc les obligations en dollars, l'obligation en dollars qui était une obligation, moins une obligation, et le prix. La valeur de l'obligation en dollars est donc de moins E à moins HT moins delta T. Qu'en est-il des obligations en euros? Eh bien, les euro-obligations, voici le nombre d'obligations que nous avons. Ce chiffre est divisé par un 0, soit dit en passant. Dans notre cas, ce 0 est 1, donc cela n'a pas d'importance. Le prix de chaque obligation, encore une fois, nous le prenons à partir de, le prix de chaque obligation vient de cette formule. Et puis le taux de change, multiplié par le taux de change. Et lorsque vous multipliez tous ces éléments, vous obtenez, essentiellement, la valeur en dollars de votre obligation en euros égale, encore une fois, la valeur de vos obligations en dollars. Nous avons donc commencé avec un portefeuille qui valait 0, et quelque temps delta T plus tard, il vaut à nouveau 0, à la fois dans le cas d'un défaut et dans le cas d'une absence de défaut. Il n'y a donc pas d'arbitrage. Dans un certain sens, ce n'est pas très surprenant, car nous avons en fait calculé ces prix en supposant qu'il n'y avait pas d'arbitrage. Mais c'est une bonne vérification. Cela vous dit en quelque sorte que si je suis ce modèle pour me couvrir, je vais vraiment être couvert. Et je serai couvert non seulement en cas de défaut, ou seulement si le défaut ne se produit pas, mais je serai couvert dans les deux situations, si le défaut se produit et si le défaut ne se produit pas.
Et vous ne pouvez pas vraiment le faire à moins d'avoir des modèles qui sont en fait des modèles hybrides, qui vous permettent de mélanger et d'assortir, pour décrire à la fois l'événement en cours et le processus de change. C'est donc en quelque sorte l'utilité. Et la stratégie de couverture, vous pouvez la voir, il est intéressant que la stratégie de couverture, le ratio de couverture dépende du risque de crédit. La quantité d'obligations achetées dépend donc de J. Elle dépend tout d'abord de H, le risque de crédit. Et elle dépend également de J, la taille du saut. 45. Cela dépend donc vraiment. Le nombre d'obligations que vous utilisez, le nombre d'obligations en euros que vous achetez pour couvrir vos obligations en dollars, dépend à la fois de la probabilité de défaut et de la taille du saut. C'est ce que je veux dire par cela dépend du risque de crédit. 46. Il est également dynamique, en ce sens que pour un montant donné d'obligations en dollars, le montant d'obligations en euros que vous devez vendre va varier en fonction du taux de change et du temps qui passe. Comme vous pouvez le voir, si vous avez un jour avant l'expiration, le ratio de couverture des deux sera différent de celui d'un AN avant l'expiration. Vous devez donc rééquilibrer votre portefeuille en permanence. Ce qui n'est pas, encore une fois, pas inhabituel. Si l'on couvre une option, il faut également la rééquilibrer. Mais c'est différent d'une stratégie de réplication statique, par exemple, qui consiste à acheter X obligations en euros, X obligations en dollars, sans avoir à s'en préoccuper. Ce n'est pas vraiment le cas. Ici, vous dites, eh bien, j'achète ce ratio d'obligations, et si le défaut ne se produit pas, je vais devoir réajuster mon ratio. Parce que le ratio initial prenait en compte la probabilité d'un défaut de paiement. Et si le défaut ne s'est pas produit, j'ai maintenant des informations supplémentaires. Je dois donc réajuster mon ratio en conséquence. Que se passe-t-il donc si la récupération est supérieure à 0? Au fait, de combien de temps disposons-nous? Une vérification rapide. Professeur, nous avons jusqu'à 16 heures. Stéphane Andreev, d'accord, mais il ne s'agit pas d'une question de temps. Nous avons donc environ 12 minutes, 10 minutes. D'accord. Que se passe-t-il si la récupération est supérieure à 0? Eh bien, si la récupération est supérieure à 0, nous pouvons refaire l'exercice que nous avons fait, à savoir l'exercice de fixation des prix, et voir ce qu'il advient du prix de nos obligations. Faisons cela pour les obligations en dollars et en euros, juste pour donner un exemple de la complexité qui peut survenir lorsque l'on commence à rendre le modèle plus réaliste. En effet, les obligations n'ont généralement pas un taux de recouvrement nul. Nous supposons donc que le rendement des obligations à coupon 0 et à recouvrement nul est de 1 si le défaut ne se produit pas, et de 0 s'il se produit. Maintenant, le paiement de l'obligation en dollars au temps T sera de 1 si le défaut n'a 47. Pas eu lieu, donc si taux est plus grand que T, et de R si le défaut a été inférieur à T. Ok, donc maintenant NT quand nous fixons le prix de notre attente, cela va être comme ceci. 48. P du petit t serait simplement l'espérance au moment du petit t2, ou disons dans ce cas, j'appellerai espérance le prix initial de 0, l'espérance de P du capital T, qui est égale à l'espérance de essentiellement 1 de taux plus grand que T plus R1 de taux moins grand que T. Eh bien, ce que nous avons ici, c'est essentiellement, vous pouvez donc penser que ce premier type sera E à la, si taux est plus grand que T, c'est E à la moins AHT. Et le deuxième type plus R multiplié par la probabilité que taux soit inférieur à T, c'est un moins la probabilité que taux soit supérieur à T, donc un moins E à HT moins. Ce qui donne essentiellement R plus E à moins HT fois un moins R. C'est ainsi que l'on obtient le prix de l'obligation en dollars.
Et pour le prix des obligations en euros, vous feriez la même chose, sauf que ces prix seront multipliés par le taux de change. Et maintenant, le taux de change, ce qui est délicat avec le taux de change, c'est que le commerce de change saute en cas de défaut. Ce ne sera donc pas le même chiffre. Donc, dans ce cas, PT, c'est pour une sorte d'unité dollar, c'est 1 fois S de T et R fois S de T. Donc, nous avons maintenant P petit t, c'est pour les euros, le prix au temps 0 de l'obligation euro divisé par S0, qui est égal à la valeur attendue fois 0 de S de T de taux plus grand que T plus RS de T fois taux moins que T. Bon, d'accord. La première partie, S de T, taux plus grand que T, était comme le prix de l'obligation à coupon 0. Il s'agit donc essentiellement de, pour bien deviner, je dirais, nous devons revenir à ce qu'était S de T. Si nous revenons à l'équation pour S de T, laissez-moi l'écrire. Donc S de T est S de petit t fois E à la HT, 1 moins E à la J plus J fois un taux plus grand que T, c'est H taux moins que T, et c'est, si taux est moins que T, et ensuite fois E à la HT, 1 moins E à la J, taux plus grand que T. Donc, si la défaillance n'a pas eu lieu, S de T est S de 0, dans ce cas, S de T est S de 0 fois ce terme. Et si la défaillance a eu lieu, alors c'est S de 0 fois ce terme. Les deux termes sont donc identiques, à l'exception de la partie J. 49. Ok, donc maintenant quand nous essayons de faire cette anticipation, nous sommes dans la situation où le défaut n'a pas eu lieu, donc notre taux de change est essentiellement S0 fois le taux de change de l'euro. 50. Deuxième terme. Nous avons donc une espérance de S0 fois, et nous divisions en quelque sorte par S0, donc S0 disparaît. E à la HT fois 1 moins E à la J ok, et quand taux est plus grand que T. C'est la première espérance. Et le second, l'espérance 2, nous avons donc mis ce R fois l'espérance 2, nous avons maintenant ici taux est inférieur à T. Donc nous allons avoir notre S de T et la première partie seulement serait vraie. La deuxième partie serait 1, donc ce serait la formule, E au H taux, 1 moins E au J plus J fois 1, taux inférieur à T. Ainsi, le terme J que vous voyez ici dans le prix de l'euro provient de ce terme. Comment faire pour obtenir cette espérance? Pour cela, il faut faire une intégrale, essentiellement sur l'intervalle de 0 à l'infini de la densité de probabilité. Puisque taux est ici plus grand que T, j'intègre vraiment de T à l'infini. Donc ceci est juste une constante. Donc ce premier terme, je l'écris ici. Vous avez donc P0 sur S0, le premier terme serait E à la HT, 1 moins E à la J. Et ce sera l'intégrale de la grande T à l'infini de la fonction différentielle partielle, donc c'est juste E à la HT moins. Cela ressemble donc à quelque chose que nous avons déjà fait dans le calcul précédent. Et le deuxième terme est R fois, maintenant nous intégrons de 0 à taux. Il s'agit donc d'intégrer de 0 à T, E à H taux, 1 moins E à J plus J, je peux faire comme ça, E à J. Disons-le comme ça. Et times H times to the minus H taux des taux, cette partie étant la fonction de distribution de probabilité. Donc encore une fois, nous avons ce type qui annule ceci. Et ce qu'il nous reste, le premier terme nous donne E au moins HT E au J plus R fois H fois E au J fois taux. Il s'agit, encore une fois, d'une fonction d'exposant. Nous avons donc E à HT, E à J moins 1. C'est vrai? Oh, désolé, il y a un signe moins devant. La raison pour laquelle il y a un signe moins est que nous avons moins H, E à J fois taux, et nous devons donc mettre un moins ici devant lorsque nous faisons l'intégrale. Il y a donc un moins devant. 51. Cette chose se réduit donc essentiellement à cette expression sur le tableau. C'est ainsi que nous étendons le problème pour qu'il n'y ait pas de récupération nulle.
Ce que vous pourriez faire pour votre travail final, si vous décidez de faire un travail final sur ce sujet, c'est d'étendre le modèle un peu plus loin, et de dire, dans notre modèle, nos taux fx ont sauté, mais n'ont pas eu d'éléments diffusifs. C'était juste, notre équation était d log de S était mu dt plus JDNT. C'était notre SDE pour le logarithme de S. L'étape suivante consisterait donc à ajouter un autre terme, plus sigma dw. Ainsi, sans le saut, il s'agit simplement d'un processus log normal standard que vous savez faire. Maintenant, nous ajoutons un saut, essentiellement. On prend donc un processus log normal. On y ajoute un processus de saut. Et vous répétez les mêmes choses que nous avons faites jusqu'à présent, évaluer les obligations en euros, les obligations en dollars, et élaborer une stratégie de réplication. Il s'agit, par exemple, d'un modèle qui, nous travaillons actuellement à la mise en œuvre d'un modèle de ce type chez Morgan Stanley. Notre modèle a des taux d'intérêt non nuls. Il a des taux d'intérêt dynamiques. Cela le rend donc un peu plus complexe, mais dans l'ensemble, cela ne le rend pas beaucoup plus complexe. Le fait d'avoir des taux d'intérêt non nuls ne fait qu'ajouter un terme de dérive supplémentaire. Cela ne change pas grand-chose aux mathématiques. La raison pour laquelle nous voulons faire cela est que nous voulons être en mesure de fixer le prix, essentiellement, des contrats qui sont conditionnés par le crédit, ce qui signifie que le paiement dépend de la survie ou non de quelque chose, de la survenance ou non d'une défaillance de crédit. Et le paiement se fait en unités, n'importe lesquelles, comme les devises étrangères. Un exemple typique serait un swap de défaut de crédit libellé en reales brésiliens, ou encore, un swap de défaut de crédit sur le Brésil libellé en reales brésiliens. Le bon sens veut qu'en cas de défaut du Brésil, le réal brésilien ne coûtera pas très cher. Il n'aura pas beaucoup de valeur, comme nous l'avons vu sur le graphique avec le peso argentin, qui 52. C'est totalement dévalué, il se dévaluerait également. 53. Le Brésil est une économie très importante, un pays fort. En ce moment, les gens achètent beaucoup d'obligations brésiliennes. Les gens investissent dans ce pays. Pourtant, il y a un risque de crédit. Et vous pouvez acheter, vous pouvez négocier le risque de crédit. Vous pouvez négocier des swaps de défaut de crédit en dollars. Et vous pouvez également conclure des contrats qui quantifient le risque de crédit dans la monnaie brésilienne elle-même. Et pour être en mesure d'en fixer le prix, vous pouvez le faire. Nous l'avons fait pendant de nombreuses années sans avoir de modèle de saut. Mais vos ratios de couverture ne sont alors pas très bons. Et vous ne pouvez pas vraiment expliquer les prix que vous voyez sur le marché. Nous mettons donc en place une infrastructure exponentielle nous avons déjà mis en œuvre ce modèle ou une version de ce modèle, mais nous mettons en place une infrastructure pour le mettre en production. Comme vous pouvez le voir dans ce modèle, votre plus-value de change dépend du crédit. En fait, le calibrage et toutes ces choses deviennent un peu plus délicates. Je ne veux pas m'en préoccuper pour votre projet final, mais je pense que ce serait un exercice très intéressant de prendre quelque chose comme ça, et de travailler sur toutes les étapes. Cela devient un peu plus compliqué, parce que maintenant vous devez, si vous faites le lemme dito, vous devez le faire à la fois pour les processus diffusifs et pour un processus de saut, donc vous allez avoir deux termes dans votre lemme dito. Mais vous les avez vus tous les deux. Ils sont dans vos notes de cours. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Et vous pouvez, une fois que vous avez résolu le modèle, vous pouvez en quelque sorte vérifier vos résultats. Vous pouvez en fait construire une simulation de Monte-Carlo, ou exécuter un certain nombre de trajectoires où vous simulez à la fois la partie par défaut et la partie diffusive, et voir si les prix obtenus analytiquement correspondent à vos attentes calculées par Monte-Carlo.
Ce sera c'est toujours une très bonne vérification pour voir si, habituellement, nous faisons cet exercice pour vérifier si nos simulations de Monte-Carlo sont correctes, parce que nous savons que nos mathématiques sont correctes. Mais vous pouvez aussi le faire pour vérifier l'inverse. 54. Ok, dans la réalité, comme nous l'avons vu, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Pendant le cours, nos modèles sont plus compliqués. Nous avons des taux d'intérêt stochastiques. 55. Les taux de risque stochastiques. Actuellement, nous supposons que notre taux d'aléa, H, est un nombre fixe. H peut également être stochastique. Il peut avoir sa propre distribution, et c'est généralement ce que nous utilisons dans nos modèles, des effets stochastiques. Quand je dis stochastique, il s'agit donc de processus de saut et de diffusion. Et si l'on devient vraiment fantaisiste, on peut commencer à mettre des corrélations entre les taux d'intérêt, les taux de change et les taux d'aléa. Ainsi, le fait d'avoir un saut de change en cas de défaut introduit naturellement une corrélation entre le crédit et le change. Lorsque le crédit survient, le change se dévalue. Il est donc évident qu'il y aura une corrélation. Mais il pourrait aussi y avoir une corrélation entre les taux d'aléa eux-mêmes et le change. Il s'agit donc d'une autre source de corrélation. Et ces corrélations produiraient des effets différents sur le marché. Ainsi, si vous disposez de suffisamment de données, vous pouvez dire que ce modèle semble mieux décrire le marché que celui-là. Cependant, les deux modèles produisent des effets quantiques. Et que nous utilisions des solutions analytiques ou Monte-Carlo, il s'agit d'approches différentes pour fixer le prix des produits dérivés et calculer le risque. Cela dépend en fait de la complexité de votre modèle. Pour certains marchés, il est préférable d'avoir un modèle plus complexe, plus lent et nécessitant une méthode de Monte-Carlo. Dans d'autres cas, il est préférable d'utiliser des modèles plus rapides et plus simples qui permettent d'établir le prix des produits dérivés de manière analytique. Mais vos modèles n'ont peut-être pas autant de fonctionnalités. Morgan Stanley a donc mis en œuvre toute une série de modèles pour différents marchés. C'est un très grand domaine d'expertise pour nous. Je pense donc que c'est tout. Je pense que j'ai un peu dépassé le temps imparti. Je m'excuse, 5 minutes. Professeur, merci beaucoup. Nous allons d'abord remercier notre orateur, je pense. 56. Applaudissements. 57. Je pense qu'il y a probablement une ou deux questions que les gens peuvent se poser. Audience, je me demandais si nous pouvions répondre maintenant à la question de savoir lequel des paris italiens était le meilleur. Stéphane Andrève, quoi? Audience, parmi les paris que nous avions envisagés au départ sur les obligations italiennes, lequel était le meilleur? Pourrions-nous répondre à cette question maintenant? Je pense que nous ne l'avons pas fait. Stéphane Andrève, oui, c'est ça. Oui, revenons en arrière. Quelles obligations italiennes étaient les meilleures? Qu'est-ce que c'était? D'accord, essayons de répondre à cette question ensemble. Et nous pouvons y répondre dans le cadre de notre modèle, n'est-ce pas? En réalité, toutes sortes de facteurs entrent en ligne de compte dans le prix. Il y a donc l'offre et la demande, la liquidité en euros, la liquidité en dollars. Disons que si vous essayez d'investir en euros ou en dollars, si j'investis en dollars, en cas de défaut de paiement, je perds essentiellement, disons que la reprise est nulle. Je perds donc tout mon argent en dollars. Je pensais avoir une certaine quantité d'argent en dollars. Un défaut de paiement se produit. J'ai perdu mes dollars. C'est la même chose en euros. Si j'investis en euros, en cas de défaillance, je perds mes euros. Combien est-ce que je perds dans le cas des euros et dans le cas des dollars? Si j'ai investi des euros, vous vous dites que si un défaut de paiement se produit, mes euros n'auront peut-être pas la même valeur.
Les euros n'ont donc pas la même valeur, et j'ai donc perdu mes euros, mais ce que j'ai perdu n'est pas aussi important, car il s'agit déjà de la valeur du lot. Inversement, comme nous l'avons vu, en raison de la dérive du compensateur, rappelez-vous, si vous avez un saut qui fait que la monnaie se dévalue en cas de défaut, la monnaie aura tendance à s'apprécier si le défaut ne se produit pas. Parce que nous, 58, voulons que la valeur attendue de la monnaie soit déterminée accent aigu par la parité des taux d'intérêt, la première chose dont nous avons parlé, le différentiel de taux d'intérêt. Il s'agit donc d'une condition d'arbitrage à toute épreuve que nous devons respecter. Donc, si vous, 59, vous voulez que la valeur attendue de votre devise reste fixée par le différentiel de taux d'intérêt et vous savez qu'en cas de défaut, votre devise se dévaluerait, ce qui signifie que si la devise ne se dévalue pas, elle s'appréciera. En effet, si un défaut de paiement ne se produit pas, la monnaie se déprécie relativement. Dans notre cas, lorsque nous achetons des obligations, nous ne sommes payés que s'il n'y a pas de défaut de paiement. Il est donc préférable d'acheter les obligations dans la devise qui va s'apprécier relativement, essentiellement. Supposons que les taux d'intérêt soient nuls dans les deux cas. Vous préféreriez acheter l'obligation où la bourse apprécierait qu'il n'y ait pas de défaillance. En effet, si cela se produit, vous ne recevrez rien de toute façon, n'est-ce pas? Mais s'il ne se produit pas, lorsque vous êtes payé, vous voulez quelque chose qui s'apprécie par rapport à quelque chose qui ne s'apprécie pas. Par exemple, si le dollar ne bouge pas par rapport aux autres devises en cas de défaillance de l'euro, vous préférez acheter des obligations libellées en euros. Vous préférez donc obtenir des obligations en euros. Audience, si vous voulez estimer la récupération, pouvez-vous utiliser un certain nombre de facteurs, je veux dire, pas nécessairement des facteurs déjà présents dans le modèle, mais des facteurs extérieurs tels que des facteurs macroéconomiques pour prédire la valeur attendue de la récupération. Stéphane Andreev, absolument, oui. Le recouvrement est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment évaluer, nécessairement, parce qu'habituellement nous avons des obligations. Et le prix des obligations, vous pouvez dire que nous modélisons le défaut, la probabilité de défaut par rapport à la probabilité de non-défaut. Mais si vous introduisez une deuxième variable, qui est le recouvrement, vous avez maintenant essentiellement la probabilité de défaillance et le montant du recouvrement comme variable. Et vous n'avez que le prix comme point de données. Et vous pouvez avoir une infinité de solutions. En règle générale, il s'agit donc de réparer le rétablissement de quelque chose. QU utilise Théon pour fixer la reprise. Pour les pays souverains, nous utilisons 25% et 60%. Pour les entreprises et 40%. Mais ces chiffres, tout le monde sait qu'il s'agit avant tout de conventions NS. Nous ne croyons pas vraiment que le taux de recouvrement soit de 40% ou de 25%. Elle varie beaucoup d'une entreprise à l'autre. Des études ont été réalisées par des agences de crédit sur le montant des recouvrements. 61. Des recouvrements pour diverses obligations. Ces 25% pour les obligations souveraines sont basés sur une étude de ce type portant sur les 50 dernières années et examinant les recouvrements d'obligations souveraines, qui ne sont pas très nombreux chaque année. Mais si vous regardez sur 50 ans, il y en a pas mal. Et ils ont fait quelques déclarations, certains récupèrent plus, d'autres moins, mais en moyenne, ils récupèrent 25%. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Grèce, combien les détenteurs d'obligations en Grèce ont-ils obtenu pour leurs obligations? Techniquement, il n'y a pas eu de défaut de paiement. En fait, ils ont fait défaut techniquement, mais le processus a été très bien géré. Mais ils ont obtenu moins de 25%. Je pense qu'ils ont obtenu quelque chose de l'ordre de 15 cents par dollar. Comme je l'ai dit, la récupération a donc été inférieure à 25%.
Même chose pour le défaut argentin dont je parle, celui de 2001, l'Argentine est toujours poursuivie par des créanciers qui essaient de récupérer l'argent de ce défaut. Et c'est un sujet d'actualité. Audience, si vous avez une demande d'indemnisation en provenance d'Argentine et qu'il la survole, elle peut être saisie par les fonds inaudibles. Stéphane Andreev, exactement. Ils ont essayé de conclure des accords. Combien les gens ont-ils récupéré? Cela dépend de qui vous êtes. Si vous avez accepté l'offre initiale, vous avez peut-être obtenu 20 cents, 25 cents, 30 cents sur le dollar. Vous avez peut-être obtenu 20 cents par dollar. Mais maintenant, si vous tenez bon, apparemment vous obtenez un peu plus finalement. C'est donc un concept un peu flou. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on suppose généralement. Audience, et dans une question connexe, comment estimerions-nous également les autres constantes comme le taux de risque et le J? Stéphane Andreev, une fois le taux de recouvrement fixé, on peut donc prendre le prix de l'obligation. Et comme le prix des obligations est directement égal à E- AHT, vous pouvez estimer H à partir du prix des obligations. Ainsi, si vous observez le prix d'une obligation sur le marché, vous pouvez dire « Je vais estimer H ». 62. Supposons que je prenne des obligations de référence dont je connais le prix, et que je les prenne en compte. 63. Je vais estimer H pour chacun de ces prix obligataires. Je vais créer une courbe, qui sera ma courbe de risque. Ensuite, je prends un autre dérivé ou une autre obligation dont je ne connais pas le prix, et je peux utiliser la même courbe pour en déterminer le prix. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais reproduire mon produit dérivé en utilisant autant que possible ces obligations de référence. C'est l'hypothèse que je fais. Audience, et combien de temps inaudible si plusieurs monnaies sont impliquées, si nous essayons de commercer avec plusieurs monnaies différentes, en quoi le modèle diffère-t-il? Stéphane Andreev, si plusieurs devises sont impliquées, cela devient délicat. Vous pouvez dire que chaque devise peut dévaluer d'un montant X. En cas de défaillance, plusieurs devises peuvent être dévaluées. En cas de défaillance, plusieurs devises peuvent être dévaluées. Si vous avez plus d'une monnaie, si vous avez plus de 2 monnaies, comme 3 monnaies, il y a d'autres identités auxquelles vous devez faire attention. Vous simulez réellement, si vous avez 3 devises, il existe une identité triangulaire selon laquelle, disons, le taux de change dollar-euro multiplié par le taux de change euro-yen doit être égal au taux de change dollar-yen. C'est en quelque sorte une condition d'arbitrage. Tout comme les taux d'intérêt, la parité à terme des devises est encore plus forte dans un certain sens. Il est donc possible d'écrire des processus multiples et de fixer des prix. Audience, dans quelle mesure ces équations changent-elles lorsque vous ajoutez des obligations qui versent des coupons? Et comment tenez-vous compte de la durée et de tout cela? Stéphane Andreev, eh bien, vous n'avez qu'à, ce n'est pas difficile, en fait. Au lieu d'avoir ceci, il suffit d'écrire tous les paiements de coupons, quand vous les payez. Ensuite, vous prenez une estimation de tous les paiements de coupons. Il s'agit en fait du même processus. Il suffit de le répéter pour chaque coupon. Professeur, pourquoi ne pas mettre fin au cours formel maintenant? Mais si les gens ont 64. Des questions après, nous les inaudibles. Stéphane, oui, je suis certainement là pour répondre aux questions, si quelqu'un le souhaite. 65. Andreev. Professeur, merci beaucoup. Stéphane. Andreev. Nous vous remercions.